Hello, salut à tous, bienvenue à ce tout autre numéro de Minute of Learning de RMDC Lab. La dernière fois, nous avons commencé, nous avons vu une analyse de variance, comment est-ce que ça peut faire avec le langage Python. Et pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'une analyse de variance, encore communément appelée une analyse ANOVA? Une analyse ANOVA, c'est une analyse qui permet de déterminer l'effet d'un phénomène sur des paramètres quantitatifs. Et pour pouvoir effectuer cette analyse, qui est une analyse paramétrique, il y a des conditions qu'il faut respecter, telles que la distribution, les conditions de distribution des données qui doivent être respectées. Donc, si les données ne sont pas normalement distribuées, on peut pas, il est difficile d'effectuer un test d'ANOVA parce que les résultats, ne pas dire le résultat final de l'analyse sera effectué ne permettra pas de tirer des conclusions pertinentes. Ok. Et il y a également l'analyse, il y a également le test d'homogénéité des variances qu'il faut vérifier. Si l'homogénéité des variances n'est pas respectée et qu'on effectue l'analyse à l'OVA, ok, les conclusions qu'on tire, il faut beaucoup faire attention avec parce que ça ne sera pas des conclusions très, très fiables. Donc, l'alternative pour pouvoir effectuer, pour pouvoir toujours déterminer l'effet de nos phénomènes qu'on veut étudier sur nos paramètres quantitatifs, c'est de faire un test non paramétrique, un test dit, un test robuste. Donc, ici, dans le cas présent, nous allons voir le test de Kruskal-Wallis. Et le test de Kruskal-Wallis vient pour aider à pouvoir toujours exploiter nos données qu'on a à notre disposition. Et comme nous l'avons fait avec euh, Python, avec l'analyse des variances, nous allons faire la démonstration sur Google Colab. Mais bien avant d'aller sur Google Colab, qui est une plateforme où je dirais un notebook en ligne qui permet d'exécuter du code Python. Et également, on peut également exécuter le code R là-bas, mais c'est plus Python qui est utilisé par les personnes qui exploitent Google Colab. Et une chose importante qu'il faut savoir, pourquoi Python? Aujourd'hui, de plus en plus, Python est beaucoup demandé dans le domaine de la data science, de la data analyse et pour des projets de thèse également. On voit que pour certains phénomènes qui doivent être modélisés, on demande à des personnes qui ont des capacités, qui ont des connaissances en Python. Du coup, on ne peut pas se mettre en mal de cela. Il est important d'informer notre public, notre audience que Python est un langage important pour toute personne qui veut vraiment percer, aller loin, puisque pour certaines choses, on vous demandera de pouvoir les faire sur Python. Bien vrai que R soit un outil très efficace également, qui monte vraiment en puissance avec une grande communauté derrière, qui développe beaucoup de packages. Voilà. Mais pour des questions de big data, des questions d'analyse de grandes bases de données, beaucoup s'orientent plus sur Python. Et Python aussi, pourquoi Python? Parce que pour les développeurs qui, par exemple, veulent se convertir en scientist, euh, vu qu'ils ont l'habitude de pouvoir coder sur Python, c'est plus facile pour eux de faire la migration avec cet outil-là. La migration des professions avec l'outil Python, avec le langage Python. Donc, du coup, Python est plus ou moins, je dirais, un langage vraiment populaire qui est vraiment demandé sur le marché de l'emploi, tout comme R aussi qui est vraiment demandé sur le marché de l'emploi. Mais Python, c'est quand même, je dirais, le langage beaucoup plus utilisé par rapport à R. R monte vraiment en puissance avec cette grande communauté qui est derrière. Mais il ne faut pas aussi négliger. Il faut avoir les deux atouts à votre disposition. Mais le plus important, c'est de savoir comment chaque chose se fait avec les deux outils pour que demain, lorsque vous êtes en face d'une situation où vous avez besoin de faire un choix de langage, vous puissiez utiliser aisément le langage qui s'offre à vous. Ou bien si un langage s'impose à vous, c'est de pouvoir utiliser simplement. Raison pour laquelle nous faisons nos formations avec R et avec Python également. Donc ici, nous allons encore travailler avec notre base de données Iris. Et pour ce faire, nous avons différents paramètres, dont la longueur des sépales, la largeur des sépales, la longueur des pétales, la largeur des sépales. Et nous voulons voir si cette longueur ou cette largeur des pétales et des sépales est la même pour différentes espèces, pour trois espèces en particulier, Cytosa, euh, Vesicola et Virginica. Donc, sans plus tarder, nous allons passer sur, nous allons passer sur Google Colab pour pouvoir faire la démonstration. Donc,
Pour pouvoir faire la démonstration sur Google Colab, comme nous l'avons vu avec l'analyse des variances, nous avons besoin d'un certain nombre de packages pour pouvoir travailler. Et dans notre cas ici, nous avons besoin du package SciPy, SciLearning, Scikit-learn, PostHoc. Donc, CP va nous permettre de pouvoir exécuter tout ce qui est analyse statistique. Skill Learning va nous permettre de pouvoir charger notre base de données Iris. Et Scikit PostHoc va nous permettre de pouvoir, il va nous permettre de pouvoir faire le test post-hoc. Donc, nous allons charger nos différents packages dont nous avons besoin. Nous allons également charger Panda, qui va nous permettre de pouvoir faire un bon data frame pour présenter nos données comme si nous étions sur un tableur Excel. Ok. Une fois que c'est chargé, nous allons maintenant importer notre base de données Iris. OK, nous exécutons ça. Donc, pour notre base de données Iris que nous avons mis dans une data frame ici, nous allons ajouter nos targets et nos target name. Et imaginez un peu si on ne mettait pas ça dans un data frame. Donc, commentons ça et exécutons ça. OK. Donc, vous allez voir que si on ne met pas dans un data frame, voilà comment nos données vont se présenter. Ça devient du charabia et c'est difficile pour nous de pouvoir vraiment se retrouver dans tout ce charabia. Par exemple, pour laquelle c'est intéressant de travailler avec les data frames. OK? Donc, ici, nous allons revenir en arrière. OK. Donc, en exécutant, on obtient ça. Ça devient beaucoup plus joli, facile à exploiter. Ici, il faut savoir que nos targets name, ce sont nos différentes espèces sur lesquelles nous travaillons. Et les targets, pour ceux qui, par exemple, veulent faire une modélisation logistique, ça serait intéressant d'utiliser les targets pour pouvoir, comme notre variable Y, pour pouvoir faire la modélisation. Donc, dans le cas ici, par exemple, comme c'est pas une modélisation logistique que nous voulons faire, nous allons travailler avec nos targets name pour déterminer l'effet des espèces sur les différents paramètres listés ici. Longueur de sépales, des sépales, longueur des pétales, largeur des pétales. Donc, ce que nous allons faire, nous allons compter, nous allons compter nous allons voir combien de fois chaque espèce est répétée. Et ici, on a 50 individus pour chaque espèce. C'est tout à 50 vesicola, 50 et virginica, nous avons 50. Donc, ici, en faisant un value compte, donc, le value qu'on va nous permettre de compter pour chaque target name, de compter un 2 3 4 autant de fois qu'il y a, il va compter autant de fois. OK? Donc, à la fin, il va nous donner le nombre total qu'il a pu compter pour chaque target name qu'il a fait ici. Une fois que le target name est fait, avant de commencer les analyses, il faut d'abord faire une visualisation pour voir un peu comment nos données se présentent. OK? Et ici, nous allons faire une visualisation avec un box plot pour voir un peu s'il existe des valeurs aberrantes dans nos données. Et quand nous faisons ici le box plot ici, nous nous rendons compte que le box plot nous montre que pour certaines variables et pour certaines espèces, il y a des valeurs qui sont plus ou moins au-dessus de nos box plots, de nos valeurs supérieures et inférieures de nos box plots. Donc, c'est plus souvent que ça peut être des valeurs aberrantes ou ne pas être des valeurs aberrantes. Et surtout lorsqu'on travaille avec les espèces végétales, il faut beaucoup faire attention. Avec les espèces végétales, le souci, c'est que l'environnement influence beaucoup l'évolution des individus. C'est-à-dire, pour une même espèce, vous allez voir que pour certains individus, il y aura un certain décalage. Si nous n'avons pas bien pris en compte la structure ou l'environnement où nous mettons en place nos essais. Donc, du coup, par exemple, là, que vous constatez que pour certains, c'est bon, un exemple d'effet d'environnement, ça peut être dû, comment on appelle ça? Ça peut être dû, par exemple, au composé ou bien à la structure du sol, aux différents éléments mobilisables par la plante disponible dans le sol. Donc, pour un endroit à un autre, s'il y a des pentes et autres, vous allez voir que ceux qui seront au bas de la pente auront beaucoup plus d'éléments à mobiliser par rapport à ceux qui sont en hauteur parce qu'il y aura un phénomène de lessivage des éléments disponibles pour la plante du haut vers le bas. Donc, il y a tout un tas d'éléments qu'il faut vraiment prendre en compte pour être sûr que tu ne travailles pas avec des valeurs aberrantes. Donc, faut pas toujours tout de suite voir et dire, ah non, ce sont des valeurs aberrantes. Non, non, non. Donc, ce que nous avons fait ici pour pouvoir faire nos box plots, nous avons sélectionné les variables qui nous intéressent ici, les variables quantitatives, et nous les avons groupées par target name, donc par espèce. OK?
raison pour laquelle vous voyez qu'on a pour chaque espèce ici. Une fois que ça c'est fait, il faut vérifier les conditions de normalité, les conditions de distribution, normalité de distribution, ok, de distribution et d'homogénéité de variance. Et le test de normalité qui permet de vérifier la distribution ici, c'est le test de Shapiro que nous allons appliquer, vu que notre base de données n'est pas vraiment grande. Donc, ce test-là peut nous permettre de pouvoir faire cette analyse sans difficulté. Et nous sélectionnons les différentes variables qui nous intéressent en enlevant les target name et les target dedans. OK? Donc, c'est pour ces variables, c'est sur ces variables que nous allons travailler. Ce que nous faisons, la première ligne qui est ici nous permet d'afficher le nom de toutes les colonnes. OK? Donc, une fois qu'on les exécute, on aura le nom de toutes les colonnes qui sont là. OK? Donc, à supposer, par exemple, que je fasse ça. Ça. Toi, le nom de colonne. Ça. OK. Ça. Et à la fin, ici, je fasse ça. Là. Et pour un meilleur affichage, une meilleure présentation. OK. On me dit quoi? Tac, 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 tac. OK, c'est long. C'est pas là que je vais mettre ça. Ok. C'est plutôt ici. Je fasse ça. OK. Donc, une fois que j'ai fait ça, pour une meilleure affichage, hein, OK. Donc, ici, ce que je veux dire, c'est que tu m'affiches le nom des colonnes. Donc, voilà les différents noms des colonnes. OK. Donc, la première ligne, je dirais plutôt la première case de chaque colonne porte le nom de colonne. Donc, ici, pour la première colonne, c'est pas name, ça, entre parenthèses, centimètres, ainsi de suite, jusqu'au target name. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, une fois que j'ai ça, je vais sélectionner les variables qui m'intéressent ici. OK? Il y a ces variables-là qui sont là. Une fois que j'ai sélectionné les variables, je vais faire une boucle for. Et cette boucle for va récupérer à chaque fois chaque variable pour pouvoir me faire le test de chapitre, plutôt que de venir m'asseoir, faire et écrire le script pour CEPAL, après écrire le script pour c'est pas l'argent de sépale, après la longueur de pétale, après l'argent de pétale, ça va même me faire beaucoup. Donc, je lui dis, je me fais une boucle for et à chaque fois que tu récupères la variable, tu fais l'analyse, tu récupères, tu fais l'analyse. Et pendant que tu fais l'analyse, si la probabilité, OK, que tu as déterminée pour le test de Shapiro, il est supérieur à 0,05, tu me dis alors que tu m'affiches qu'il y a une distribution normale. Dans le cas contraire, affiche-moi qu'il n'y a pas de distribution normale. OK? Donc, une fois que ça s'est exécuté, on peut voir ici que comme la probabilité est inférieure à 0,01, il me dit 0,05 du moins, il me dit la distribution n'est pas normale. Et ici, comme c'est supérieur à 0,05, il me dit que la distribution est normale. Donc, ça permet d'avoir une meilleure affichage et de bien voir un peu rapidement cerner les choses plutôt que de tout laisser dans un tableau pour, puis après, venir se poser la question, est-ce qu'il y a une différence, il n'y a pas de différence. Là, il m'a fait directement s'il y a une différence ou pas. Et une fois que ça c'est fait, on va faire le test de Leibniz qui permet de vérifier l'homogénéité des variances. Et ici, pour pouvoir faire l'homogénéité des variances, je vais sélectionner chaque espèce. Et pour chaque espèce, je vais créer une variable que je vais nommer groupe un, groupe 2, groupe 3. OK? Pour les trois espèces. Donc ici, pour Cetosa, ça sera groupe un. Pour Vesicola, ça sera groupe 2. Et pour Fichinica, ça sera groupe 3. Donc, ce que je fais ici, c'est que groupe, par exemple, ici, je fais groupe un égal, tu me sélectionnes ça dans mon data frame. Et pour la colonne, donc ici, la colonne qui s'appelle la target name, tu regardes dedans toutes les lignes qui s'appellent Cetosat les sélectionne. Il les nomme groupe un qui fait la même chose pour Vesicola et Virginica. Et après ça, tu réalises le test de Mévélé. OK? Donc, comme je l'ai dit, c'est
Stas qui permet d'exécuter le test de Levenet. OK? Donc, il va m'exécuter le test de Levenet en récupérant chaque variable à chaque fois pour pouvoir le faire et me donner les valeurs avec quatre chiffres après la virgule. Donc, pour stat, ça sera quatre chiffres après la virgule. Pour la probabilité aussi, quatre chiffres après la virgule. Donc, je lui dis si la probabilité est supérieure à 0,05, me pointe l'homogénéité et la variance est similaire. Donc, il y a une homogénéité de variance. Dans le cas contraire, tu me pointes qu'il y a une différence. Donc, il y a une hétérogénéité de variance. L'homogénéité de variance n'est pas respectée. Et en le faisant, voilà le résultat qu'il me donne. Donc, on se rend compte que c'est seulement pour la largeur du séparat que l'homogénéité de variance est respectée. Et comme je le disais, lorsque vous voulez faire un test ANOVA, vous vérifiez ces conditions et que vous vous rendez compte que l'homogénéité de variance et l'homogénéité de variance et la distribution des données ne sont pas respectées, OK? Une fois que ce n'est pas respecté, ne vous cassez pas la tête. Allez-y, faites vos tests du score Wallis. Et c'est ce que nous allons faire ici. Nous allons exécuter nos tests de score Wallis. Donc, toujours en travaillant avec les variables euh, on a sélectionnées là-bas. OK? On va faire le test de score Wallis. Donc, ici, score c'est la fonction qu'on va utiliser pour pouvoir exécuter le test de Piston Wallis en prenant quatre chiffres après la virgule à chaque fois. OK? Donc, si je lui dis, si la probabilité est inférieure à 0,01, tu me dis qu'il y a une différence statistique qui est déterminée, ce qui sous-entend que l'espèce a un impact sur, par exemple, un tel paramètre, un tel paramètre, un tel paramètre. Donc, on peut dire, par exemple, les espèces, comment on appelle ça, la largeur des sépales varie entre les espèces Cytosa, Virginica et Versicolor. OK? Donc, une fois qu'il y a une probabilité, c'est ce que cela veut dire. Il y a un effet de la variété, OK, sur la variable qui est étudiée. Donc, la variable varie d'une espèce à une autre. Et une fois qu'on a fini, on fait un test post-hoc du net pour pouvoir vous faire les différences, pour voir à quel niveau se situent les différences. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le test post-hoc, c'est un test de comparaison multiple. C'est un test de comparaison multiple sur la base des rangs, des moyennes qu'on a pu déterminer. Et à la fin, il va lui demander de m'afficher la moyenne, OK, pour qu'on voit un peu l'écart entre les différentes moyennes. Donc, il va m'afficher la moyenne par target, OK. Une fois que ça c'est fait, dans le cas contraire, s'il n'y a pas de différence statistique, il me dit, bah, écoute, je fais ton analyse, mais il n'y a pas de différence qui tiennent. Donc, il n'y a pas de différence entre les différentes espèces qui ont été observées. Donc, nous allons exécuter plus fois ce qu'il va nous dire. OK? Donc, ici, on a exécuté. On prend l'espèce, la variété, et on prend le paramètre longueur de sépale. Et nous dit la probabilité est inférieure à 0,05. Donc, il y a une différence statistique à déterminer. Du coup, ce qui sous-entend que de façon biologique, il y a un effet de la variété sur la longueur de sépale. Et où se situe cette différence? C'est là que le test, c'est d'où l'importance du test du net. Le test du net va nous permettre de prendre, par exemple, cette dose-là, de comparer à ce là. Par exemple, si on compare cette dose-là, on voit que la probabilité est égale à 1. C'est tout à fait normal. Tu me compares à moi-même, je suis égal à moi-même. OK? Donc, se comparer cette dose-là, la probabilité sera égale à 1. Me comparer moi à moi-même, cela sous-entend que je suis égal à moi-même. Donc, ma probabilité sera effectivement 1. Pour comparer cette dose-là à là, il y a une différence statistique qui est observée. OK? Il est très significatif. Et puis, sous-entend que cette dose-là est différente de là pour voir la longueur de ce point. Et quand on prend Virginica aussi, cette dose-là est différente de Virginica pour la longueur de sépales parce que la probabilité est très faible également, c'est hautement significative. Il en est de même pour Versicola et Virginica, et ainsi que pour Virginica. Donc, pour Virginica et Setosa et Versicola, c'est la même chose. Donc, il va les prendre, il va les comparer deux à deux. Et à la fin, il détermine les moyennes. Et les moyennes nous disent quoi? C'est vrai, il y a une différence entre ces différentes espèces. Mais quand on regarde les moyennes, c'est que la largeur, la longueur du moins des sépales est beaucoup plus grande avec l'espèce Virginica et plus petite avec l'espèce Setosa. OK? Donc, Vesicola a une valeur intermédiaire entre Setosa et Virginica. Donc, on fait le même test pour les autres espèces aussi, et les autres paramètres aussi. Donc, on se rend compte qu'il y a une différence significative. Donc, les paramètres, pour tous ces paramètres,
Je continue. OK. Pour tous les paramètres, on a une différence statistique qui est observée. Donc, ce qui sous-entend que d'une espèce à une autre, ces paramètres ne sont pas les mêmes. Les paramètres diffèrent. Pour certains, où ces paramètres sont plus petits, pour d'autres, où ces paramètres sont beaucoup plus grands. Donc, voilà un peu comment on peut effectuer un test de Crystal-Wallis avec Python. Peut-être bien que vous avez des sujets intéressants que vous souhaiteriez qu'on puisse euh, je dirais, développer. OK? Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on puisse développer, un sujet qui vous tient à cœur, ou vous voulez qu'on puisse approfondir avec vous, vous pouvez nous contacter sur nos différentes plateformes à partir de notre site web rndclab.org, sur notre page YouTube également, donc dans nos vidéos, vous pouvez nous laisser des commentaires pour dire, bon, vous avez fait telle vidéo, c'était vraiment intéressant, ou bien vous avez fait telle chose, nous aimerions que vous puissiez approfondir, aller encore plus en détail, ou bien voilà, tel sujet aussi qui m'intéresse. Nous voulons que vous puissiez développer ça. Ça sera un peu pour nous, euh, ça pourra nous aider à sélectionner des sujets qui vous intéressent parce que ces vidéos sont faites pour vous, donc qui vous intéressent. Donc, vous pouvez également nous contacter sur LinkedIn. OK? Donc, sur LinkedIn, si vous tapez RNDC là, vous allez nous voir là-bas. Vous pouvez également nous contacter par mail en envoyant consulting@rndclab.com, un mail à consulting@rndclab.com. Vous pouvez également nous contacter par appel ou par WhatsApp ou par SMS à partir du numéro qui s'affiche là, plus 225 07 67 25 23 15. Je répète 07 67 25 23 15. Ça a été un plaisir pour nous d'être en votre compagnie pour apprendre encore plus et aussi développer nos compétences avec le langage Python. Et on se dit à très bientôt pour une autre séance. Merci pour votre attention.